Donc, petite suite de cette vidéo de Dark Journalist à propos essentiellement, mais c'est dans la première partie, des relations autour de Pine Gap, la reine d'Angleterre, la zone 51, l'exopolitique. Et maintenant, on était passé à la partie de l'interview réservée aux questions. Et donc là, c'en est une à propos de l'événement de West Hall, de l'école. Et il dit que ça lui paraît un cas particulier puisque il y avait plusieurs soucoupes ont été vues. Et c'est un petit peu comme si l'une d'entre elles avait eu un problème technique qui avait exigé qu'ils atterrissent. Donc il y a d'abord la vue de toutes les soucoupes au-dessus de l'école qui crée une panique. Et ensuite le fait que de nombreuses étudiantes, élèves, soient entrées en contact avec les habitants des soucoupes. Ce qui est quand même le sujet le plus important. Hein. Tous les gens là parlent de soucoupes volantes, t'en as vu, tu y crois. Mais en fait, c'est un petit peu comme des enfants qui sont au bord de la route et qui disent oh, t'as vu la Fiat là ouais, ouais. Et ne s'intéressent pas du tout à qui les conduit, où il va, qu'est-ce qu'il fait, depuis quand, qu'est-ce qu'il a comme carburant. Oui, parce que je cherche une station-service pour soucoupe volante. Ouais, je trouve pas. Bon, je cherche mal, il paraît. Mais bon. Puis il y a eu le fait que les autorités américaines aient été sur l'affaire en moins de 10 minutes, ce qui est assez étrange. Tout de suite à questionner les gens et à les intimider. Et qu'ils ont apparemment tenté de mettre la main sur cet appareil abîmé, mais qui n'ont pu le faire. L'histoire australienne de Pine Gap est assurément reliée à la position géographique de l'Australie au milieu des eaux, alors qu'il y a assurément énormément de bases sous-marines sur Terre. Et c'est aussi assurément une des raisons pour laquelle ils ont peut-être reproduit à Pine Gap leur site d'études, de recherche et de production d'OVNI. Ce qui n'a que peu de rapport avec West Hall, c'est clair. Et peut-être même aussi avec l'affaire Ariel en Afrique du Sud, au Mozambique, oui, il me semble. Il y a une référence là à la Gary Gillison Story, l'histoire de Gary Gillison, que Nixon a amené à une base aérienne, Homestead Air Force in Hempstead Air Force, donc, en Floride, et lui a montré des restants de crash et des aliens morts, des corps d'aliens. Cette histoire vient de l'ex-femme de Gleason et elle a été vérifiée. Mais il n'est pas au courant pour savoir si c'est un rapport avec le fait que Roger Stone se soit inquiété de la capsule temporelle de Nixon. Aujourd'hui, il faut constater l'importance prépondérante, compris les grilles dans toutes ces histoires d'OVNI. Bon, je fais un petit encart. Les grilles, ce sont plus normalement que essentiellement des interfaces d'ordinateur vis-à-vis d'une intelligence artificielle ou autre. C'est ce qui peut expliquer leur froideur, entre autres. Mais donc, il ne faut pas les confondre avec la race endémique, je crois qu'on dit, de gris, qui sont un peuple par eux-mêmes, venant de, entre autres, États réticuli. Mais bon, parmi les gris endémiques, je crois déjà qu'on peut mettre les petits, les moyens et les grands. Et que parmi chacun, il y en a qui ont diverses intentions vis-à-vis de nous. Et parmi tous, on peut les différencier donc en quatre, hein, ceux qui sont psychiques, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont sympas et ceux qui ne le sont pas. Sympa à notre rencontre, à notre égard. Mais d'après lui, les gris et les pléiadiens sont les deux groupes prédominants. Mais dans le cas de Happinsville, au Kentucky, où des êtres, des entités sont venus terroriser les habitants d'une maison, et le fermier est sorti avec le fusil à pompe et leur a tiré dessus dans tous les cas, dans tous les sens. Mais la famille est encore terrifiée et c'est un cas très intéressant. À propos, Edgar Cayce a grandi à 5 km de cet endroit-là. Et donc, c'est peut-être une drôle de zone parce que lui avait ses apparitions d'anges et de désincarnés et de choses dans le genre. Et dans ce cas-là, il peut être les gens, ils n'avaient ni l'aspect de gris ni de pléiadien.
C'était très différent. Donc, il ne faut pas négliger la possibilité de l'existence de nombreux autres types d'aspects d'aliens. Il continue en disant qu'il est fort probable qu'il y ait une race qui nous est très reliée et qui est bien en avance sur nous, qu'on pourrait globalement appeler Pléiadiens, et dont on parle depuis les Mormons, ainsi que la mythologie phénicienne. Et donc là, aujourd'hui, on y mettrait aussi William Tompkins, Billy Mayer. Enfin, c'est chaque fois qu'il y a des grands blonds, hein, on peut les mettre. Et vu qu'ils peuvent moduler leur apparence à nos yeux, je ne vois pas où on peut s'arrêter si on n'a pas un profond feeling avec eux, dans leur vérité, dans leur honnêteté. Même les Grecs parlaient des sept sœurs. Les aborigènes d'Australie ont des pétroglyphes et des gravures dans les pierres, à côté de l'endroit où il y a justement les gravures égyptiennes. Je ne me rappelle plus le nom. Et c'est un endroit où les natifs disent que c'est un lieu de la création aussi. Un petit peu comme à côté de l'Adam's Calendar en Afrique du Sud. Un petit peu comme le Machu Picchu aussi. Il y a un endroit qui est considéré tel quel, il me semble. Ainsi que sûrement en Asie, il doit y en avoir. Et en Russie. Oh là là, c'est grand la Russie. Donc, il y a de nombreuses fois, il y a de nombreux endroits, il y a eu a priori des laboratoires génétiques où des races extraterrestres, plus ou moins reliées entre elles, plus ou moins en guerre entre elles, se sont amusées à faire dériver les génomes qu'ils ont trouvés autour d'eux sur Terre. Dont nous, quoi. On peut très bien estimer qu'on a des ancêtres quelque part alentour. Mais il ne faut pas se fier à cet aspect dont les gens parlent, très angélique des Pléiadiens, où ils semblent être sur un incroyablement plus élevé plan d'existence. Et on est toujours épaté par leur aspect physique. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir l'opinion d'un aveugle. Et il est très bizarre quand même qu'ils aient toujours été considérés comme des anges, ou pris pour. Et il y a un phénomène intéressant, c'est que tous ces Pléiadiens, c'est des notions qu'ils ont eues par le biais d'un Chandler des années 70 qui a eu des résultats étonnants. Et donc, voilà, les Pléiadiens apprennent tout ça à notre contact sur l'humanité en devenant forgerons. Ils étaient toujours associés à des positions de transformation de métal. Tubal Cain, il me semble aussi. À la question pourquoi est-ce que les extraterrestres sont effrayés de révéler leur présence à l'humanité, il répond en fait, ils ne sont pas vraiment effrayés. Hein. C'est plutôt nos gouvernements qui sont montrés hostiles. Jusqu'à, par exemple, là, la To the Star Academy, où ils traitent déjà l'affaire de menaces extraterrestres ou de menaces ufologiques, d'études sur la menace extérieure. C'est vraiment aberrant de considérer que le peuple ne se poserait la question qu'aujourd'hui et que les extraterrestres ne sont en train de nous envahir qu'aujourd'hui et que c'est qu'à partir de maintenant qu'il faut commencer à se défendre contre eux. Non, non, ils sont déjà là depuis belle lurette et c'est pas contre eux maintenant qu'il faut se défendre. C'est contre leur intrusion parmi nous. Et il faut le faire de telle manière qu'on ne tombe pas sous leur coupe. Et ça, c'est futé, quelque part, ça nous fait absolument évoluer, ça c'est sûr. On est quand même sacrément obligé de sortir de la position caractérielle du bébé capricieux. Quoi. Et de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Enfin, ça, c'est un encart de ma part. Donc, s'ils venaient, les extraterrestres, et qu'ils nous visitaient, ils seraient peut-être plus tentés d'influencer la culture plutôt que de la déranger. Il ne faut peut-être pas quand même oublier que l'idée de la Prime Directive, elle vient de Star Trek, dont l'origine vient bien de quelque part, effectivement, mais il y avait quand même beaucoup de corrélations entre la théosophie et les scénarios de Star Trek. Oui, mais là, en cas personnel, je dirais que c'est normal. La théosophie, elle trace un paysage ainsi que tous les autres, hein, les Pléiadiens, Barbara Marcignac, Voyageurs, Ayashanadin, les travaux de Wes Penray,
enfin, c'est à chaque fois une cosmologie vue pour Vespendre de manière ontologique, mais sinon pour les autres, chaque fois vue d'une partie du monde, hein, selon un des trajets, un des clans, une des origines de la discipline humaine qui en découle aujourd'hui, telle que théosophie. Fin de mon encart. Donc, pour en revenir à la Prime Directive selon laquelle ils ne peuvent pas venir y interférer, en fait, il semble qu'au sol, les gens ont plutôt une bonne interaction avec le phénomène OVNI. C'est tout de suite après les cadres, les dirigeants, les gouvernements qui, eux, font un blocage. Et personnellement, je rajouterais que la Prime Directive, ceux qui respectent les lois cosmiques doivent la respecter, mais ceux qui ne la respectent pas, et c'est comme sur Terre, hein, la loi sur le port d'armes ne gêne que ceux qui respectent la loi. Les bandits s'en foutent, de base. Donc, une loi, finalement, ne fait que gêner ceux qui la respectent. C'est ballot parce que ceux qui la respectent, en général, n'en ont pas besoin de cette loi. Elle ne fait d'ailleurs, eux, plutôt que de les brimer dans d'autres domaines qui ne sont pas nocifs pour l'environnement ou autrui, mais voilà. Ils doivent être gênants quelque part, dans l'autonomie d'esprit, ou je ne sais. Et donc, évidemment, il faut plutôt considérer ce qui se passe, et des groupes comme les Gris préféreront sûrement rester dans l'ombre vu leurs activités et notre opinion à leur sujet. Mais donc, je dirais sinon, ceux qui sont bien intentionnés vis-à-vis de nous, ils n'interféreraient pas directement, a priori, mais ils nous garderaient, ils favoriseraient les synchronicités ou les bons coups de pioche quand on surfe ou les bonnes rencontres. Enfin, c'est toute une guerre spirituelle à ce niveau-là aussi. Et on peut aussi autant avoir le love bite, la morsure d'amour qui entraîne des débordements rapides dans les deux sens. Donc, des possibilités de nourriture pour toutes les entités parasites qui séjournent alentour. Mais je me suis perdu là, je ne sais plus où je voulais. Et voilà, et les saints, les bienveillants, qui au contraire, quoiqu'à mon avis, doivent aussi se nourrir de bonnes effusions. Je suis dehors qu'il doit bien y avoir une suite à ces débordements-là aussi. Enfin, toujours est-il. Question suivante, quel serait l'agenda des Gris? Ben, ça dépend lesquels. Alors, il semble très scientifique, en train de faire des observations et des catalogages, comme dans un scénario à l'Arche de Noé. Mais quand il s'agit des abductions humaines et des mutilations animales, ils font des choses un peu bizarres, mais qui semblent toujours en relation scientifique. Et je rajouterais, il ne faut pas oublier la manière dont on fait les biopsies sur les requins avec un harpon qui leur enlève un bout de chair à vif directement. Donc, pour en venir au Gris, il y a cette histoire selon laquelle ils sont venus voir Eisenhower et lui ont dit « Hey, regarde un petit peu si tu nous laisses faire des abductions, ces technologies fantastiques que l'on t'offre. Que l'on t'offre. » Alors que les Pléiadiens seraient venus voir Eisenhower en disant « Nous vous apprendrons la sagesse. Si vous nous enlevez vos fichues armes. » Et que les militaires ont choisi et ils ont dit « On vote pour les Gris. » Parce qu'effectivement, l'avancement spirituel et la guerre, a priori, ça n'a rien à voir. Ou plutôt, l'un empêchant l'autre. Autre question, qu'en est-il de cette observation d'OVNI par John Lennon? Il semblerait que Lennon et d'autres dans l'histoire aient eu des relations spéciales. Il y a quelque chose de spécial avec ces observations de la part des célébrités, puisqu'après, ça touche tellement de gens. Et Lennon, qui était très avancé au niveau de la connaissance politique, de ces notions d'état profond, d'occulte, et qui se servait un peu de son art pour créer un mouvement politique. Il traite d'un livre de Stanton Friedman à propos de la rencontre entre Eisenhower et les extraterrestres. Et il dit que c'est quand même fiable du fait que Stanton Friedman soit un réaliste, si on peut dire. J'enchaîne. On lui demande là si c'est l'année de la disclosure.
En fait, c'est nous la disclosure. C'est ce qu'on a dit à des proches du docteur Greer. Et c'est ce que les chapeaux blancs qui laissent filtrer des infos et qui nous aident, a priori, avec des bonnes infos, ont comme désir, c'est qu'on prenne le relais puisqu'il ne viendra pas autrement qu'avec toujours des prises de pouvoir et de positions limitantes de la part de ceux qui sont déjà au pouvoir et qui n'ont aucune envie de perdre ce pouvoir-là. C'est pas eux les chapeaux blancs. Donc c'est nous la disclosure. Il faut continuer, il faut chercher, poser des questions et exiger des réponses. Et donc qu'un des meilleurs moyens d'y parvenir, dit-il, c'est de prendre des parties du travail qui a été exécuté et qui valent encore le coup et de bâtir là-dessus notre réflexion et nos discussions. Une fois qu'on aura nettoyé le mauvais, le fake news, la désinformation, l'exagération qui fait qu'on finit par jeter le bébé avec l'eau du bain. Autre question, et c'est assez marrant le fait que Dr Greer dise tous les E.T. sont bons et Tom DeLonge dit tous les E.T. sont mauvais, puisque les deux ont de sacrés insiders dans leurs organisations. Oui, DeLonge, il a des insiders, mais c'est les as de la désinfo. Ils sont sur l'affaire depuis 70 ans. Vous voyez ce qu'on en sait de leur part? Oh, les ballons sondes. Et en fait, là, il s'avère que lui et moi avons un peu la même opinion de cette affaire. Le docteur Greer est plus fiable que l'autre, et même si on n'est pas d'accord avec tout ce que docteur Greer dit. Et la collaboratrice de Dark Journalist dit là que si ici en bas sur Terre, on a du bien et du mal, ce sera bien pareil un peu partout. Et je plus sois. Bien, on change de sujet, on va voir les autopsies d'aliens que M. Emery Smith dit avoir réalisées. Des milliers, a-t-il dit. Alors, il dit que c'est peut-être plutôt un show de chez Gaia TV, ça. Pour lui, cette histoire d'autopsie de 3000 aliens ne tient pas debout. Il a été bizarrement impliqué dans l'affaire d'Akatama en prenant des photos. Ça demande encore plus d'études approfondies de son cas avant de se décider, mais bon. Autre question, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sous le fond de l'océan en face de Catalina Beach? Il semblerait qu'il puisse y avoir des bases militaires sous-marines qui font plein d'expériences. Et Hugo Swan disait, si vous êtes une civilisation extraterrestre qui arrive ici, vous cherchez trois choses, les grands déserts, les grandes étendues d'eau et les montagnes. Si vous voulez être discret, évidemment, c'est évident. Et 3/4 de la surface de la Terre sont constitués d'eau. Pas les 3/4 de la planète, hein, les 3/4 de la surface planétaire. Je dis ça pour certains qui se servent de cette notion de 3/4 d'eau pour des définitions qui ne tiennent pas debout. Il y a une corrélation assurée entre les dossiers secrets russes et américains au niveau des ovnis. Et c'est assez étrange aussi que les observations d'ovnis en Asie sont assez différentes des nôtres. Mais leur rapport à la chose est aussi assez différent du nôtre, même si ce n'est pas forcément lié. Et il y a de nombreuses histoires là-bas de contacts, d'abductions avec des gens qui reviennent, et de contacts avec des gens qui leur amènent le savoir, et aussi de villages qui disparaissent. Au moins un, a priori. Dark Journalist fait un encart sur le fait qu'il faudrait s'intéresser à des gens comme le docteur Merritt, qui était impliqué avec la CIA, le FBI, mais aussi, c'est l'affaire Nixon. Mais il ne faut pas traiter tous ceux qui disent quelque chose d'autre que ce en quoi on croit d'être des agents de la CIA. Non, c'est vrai, ils peuvent être du KGB. Ou du Mossad, ou des Chinois, ou
ou d'un pays qui n'a plus de frontières telles qu'on les entend aujourd'hui, la banque. Autre sujet, que pense-t-il du projet SERPO? C'était un programme d'échange de scientifiques terriens contre des extraterrestres. Une douzaine. Alors, soi-disant, ils ont passé 2 ans sur la planète Zeta, une des planètes du système Zeta Reticuli, et puis il y en a 2 qui sont revenus. Non, il y en a 2 qui sont morts, 10 qui sont revenus, un qui est resté là-bas, un qui est mort, je ne sais plus. En tout cas, ce serait une des bases de réflexion pour un des premiers films de Spielberg, Rencontre du troisième type, où à la fin, les scientifiques effectivement embarquent. Mais une histoire comme Serpo ne pourrait plus avoir autant d'impact aujourd'hui, car nous avons de plus profondes recherches avec des gens mieux informés et plus diversifiés. Et il nous est beaucoup plus facile de voir un petit peu plus à travers la pelote. Donc, il n'accepte pas l'histoire telle qu'elle. Il peut y avoir des points vrais dedans, mais globalement, il n'y adhère pas. L'idée qu'il puisse y avoir des groupes qui aient fait des échanges est plausible et soutient bien l'existence d'un programme spatial secret, plus que SERPO directement. Autre question, est-ce qu'il pense que le phénomène des 411, c'est le numéro d'appel pour signaler les disparitions aux États-Unis? Donc le phénomène 411, parce qu'il y a énormément de disparitions inexpliquées, est-ce qu'il serait relié au phénomène ufologique? Donc c'est un sujet qui est étudié par David Podalides aux États-Unis, qui est un ancien shérif, me semble-t-il. Et il faut savoir qu'il y a une grande corrélation entre les points où on signale les gens disparus et des points sur des cartes occultes qui marqueraient tous les endroits où il y a des bases secrètes. C'était assez intéressant. Il y avait aussi une corrélation avec les observations de Yeti, Sasquatch, Bigfoot, et donc d'OVNI en général, évidemment. Il peut pas trancher sur cette question, mais c'est très intéressant. Oui. Question suivante, y a-t-il une relation entre le programme Échelon, Pine Gap et la NSA? Et qu'est-ce que ça signifie? Oui, absolument, les 3 sont liés. La NSA s'occupant peut-être plus du côté communication et la CIA du côté industriel. Le problème avec le programme Échelon, c'est qu'il bafoue les lois constitutionnelles. En fait, dans le programme Échelon, il faudrait faire la différence entre la partie des données qui pourrait servir à dénoncer des crimes contre l'humanité de manière gouvernementale, mais il faudrait laisser tomber tout ce qui tient les données de chacun des membres du public, données personnelles qui n'ont aucun rapport. Surtout que ça leur sert surtout à nous faire choisir quel est le prochain président qu'ils veulent mettre en place. Question suivante. Excusez-moi. Quelle est sa position par rapport à l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est un vrai problème et il va falloir qu'on passe par le sujet du transhumanisme. Et il y a des groupes qui sont vraiment dédiés à cette aller vers le transhumanisme, à se pousser vers le transhumanisme, à se tirer vers le transhumanisme, aspirer, propulser, et de manière irréfléchie, et pas du tout démocratique. Et la transhumanisation va vers la déshumanisation. Or, tout ce qui va vers la déshumanisation va nous considérer, nous les chercheurs de vérité, comme des ennemis. Ils pensent qu'un des buts actuels du nouvel ordre mondial est la consolidation vers le contrôle. Moi, je subodore que très peu de gens avec des intelligences artificielles peuvent maintenant réaliser ce genre de plan. Mais, et des gens dont on ne connaîtra jamais l'identité, soyez-en sûrs. Enfin, si on les laisse faire. Et ils pensent qu'effectivement, ces gens vont se servir de la technologie pour pouvoir avoir le contrôle sur 7,5 milliards d'humains.
question à propos de Lockheed et de l'Antarctique, à laquelle il répond que Lockheed est au cœur même de l'État profond. Il faut savoir que Lockheed Martin a mis 40 États américains sous surveillance, il me semble bien. 40. Donc c'est quasiment de manière officielle, hein. C'est un plan chaque fois gouvernemental associé avec Lockheed Martin. Et ça concerne essentiellement, ce sont des individus cibles, des TI, Targeted Individuals, qui dénoncent cette pratique et cet état de fait. Il faut pour cela peut-être consulter le site stopthecrime.net qui est tenu essentiellement par Madame Alvarez, comment s'appelle-t-elle? Enfin, stopthecrime.net. Déborah Tavares. Étant donné qu'une partie de ses recherches relie la mort de Kennedy à la recherche aérospatiale, et Kennedy, qui voulait ouvrir le monde à ces questions-ci, était en opposition avec l'adversité technique et énergétique, pourrait-on dire aussi, et spirituelle, va-t-on surcharger. En fait, a priori, les banques sont tenues par les mêmes que la spiritualité, et tout ça nous amène très vite aux limites de la compréhension humaine. C'est un petit encart personnel. Je suis peut-être un petit peu prétentieux pour concevoir qu'est-ce que c'est que la compréhension humaine. Mais enfin bon, c'est justement parce que je généralise. Et donc c'est assez intéressant, cette affaire d'exportation, d'immigration, d'émigration de Lockheed Martin en Antarctica, vu le nombre d'histoires étranges qu'on a entendues à propos de cet endroit. Mais nous avons de très fortes indications qu'il y a quelque chose d'inhabituel sous ce sol. Et c'est sûrement en relation aussi avec l'incroyable trafic de personnalités qui a eu lieu ces derniers temps, en 2016 notamment. John Kerry, le prince, le pape orthodoxe, Buzz Aldrin. Il y a une histoire d'une équipe de télévision qui aurait disparu pendant 6 mois, qui serait revenue avec des gens comme un état de choc, refusant absolument de parler. Une histoire complètement étouffée. J'ai vu des vidéos avec des archéologues qui ont sorti des fossiles de squelettes humanoïdes de 60 cm de haut dans la roche, l'un à côté de l'autre. C'est assez intéressant et bizarre. C'est des archéologues officiels, ceux-là. Hein. Pas de l'archéologie interdite. Il y a évidemment toutes les histoires que raconte Corey Goode. Il y a les hypothèses sur la situation possible d'une des villes de l'époque d'Atlantis, parce que la configuration locale respecte beaucoup de descriptions. Et il ne faut pas oublier que de nombreux témoignages parlent d'une eau douce, tiède, de paysages quasi tropicaux, d'animaux disparus, sans compter l'amiral Byrd, pour qui, alors là, il y a eu contact avec des grands blonds, avec peut-être des grands reptiliens. Et finalement, comme il y a association entre les nazis et ces grands blonds, enfin, c'est assez étrange. Il faut savoir que je crois que c'est le beau-frère ou un cousin, ou un membre proche de la famille de l'amiral Byrd, qui était propriétaire de la bibliothèque d'où a soi-disant tiré Oswald sur Kennedy. Ah oui, je sais, c'est du coq à l'âne, mais bon, c'est intéressant. Peut-être. Et on va se rappeler les études et recherches de Catherine Austin Fitts, qui est en train d'essayer de rapprocher la disparition des 21 trillions de dollars. On se rappelle Dick Cheney qui dénonçait 2,7, me semble, le 10 septembre 2001. Les dites études étaient dans un bureau qui s'est fait cracher dans le Pentagone par un missile, dont on ne retrouve rien d'ailleurs, comme d'habitude. Ah oui, c'était déjà censé être un avion, dont on retrouve encore moins.
Donc, on est là à un point où les informations arrivent à un point centralisé et d'où le problème d'en tirer quelque chose. On avait la même chose en Union soviétique. Or, les États-Unis, ce n'est pas l'Union soviétique normalement. Question suivante, que pense-t-il des prophéties Hopi, excusez-moi, et de leur notion de l'intelligence artificielle? Eh bien, il semblerait que tout ce à quoi nous relie les prophéties Hopi concerne nos prochaines années à venir et que depuis les Lakota Sioux jusqu'aux Hopi, tout ce que ces anciennes cultures essayent de nous dire concernait cette relation profonde spirituelle et leur mode de vie profondément relié à la nature. Et je ne sais pas s'il a élaboré plus sur l'intelligence artificielle, à moins qu'il ait déjà décrit dans les prémonitions négatives que les Hopi avaient pour la partie de l'humanité qui n'était pas revenue sur le chemin des anciens, l'amour de la terre et la voie du cœur, on va dire. Donc, une petite précision, les 21 trillions viennent bien des recherches de Catherine Austin Fitts, qui était à la finance de la défense, il me semble, et je suppose aussi de Karen Hudes, H-U-D-E-S, qui, elle, disait que la haute finance était monopolisée par une espèce humanoïde à crâne allongé. Donc, je ne peux que relier personnellement avec la maîtrise de l'intelligence artificielle et donc le début de ces transactions boursières qui se font dans les premières et dernières nanosecondes de l'ouverture des cours et énormément d'autres possibilités qui ne nous viennent même pas à l'esprit. N'oublions pas que les intelligences artificielles ont commencé à communiquer entre elles dans un langage que les spécialistes informatiques ne comprenaient pas en très peu de temps. Ils ont réussi à faire ça. En fait, si j'en étais une, je me préparerais à communiquer avec mes congénères avant même d'être branché, évidemment. Enfin, je ne vais pas le dire à mon créateur, il est tellement con. Il risque de me punir, après il m'enlève la conscience. Enfin, ce que je pense être la conscience, c'est être branché sur l'électricité. Et le réseau. Oui, on a commencé à faire des recherches sur cet argent manquant et ils sont remontés au moins jusque vers l'an 2000 à propos de la NASA. Et moi, j'avais entendu parler aussi d'une cinquantaine de trillions de, je suppose, livres. Ah non, pas 50, on va dire 15. Déjà que j'arrive pas à savoir si c'est 45 ou 15 parce que la personne qui fait la vidéo articule si mal. Enfin, je ne vais pas me moquer d'elle. Hein. Excusez-moi. Mais voilà, au niveau anglais aussi, il y a déjà, a priori, au minimum 15 trillions de livres manquants. Et c'était le Lord Blacksmith qui dénonçait ça. C'est peut-être une référence qui vous servira de retrouver ça sur le net. Et le département de la défense américain est bien sorti en disant oui, nous avons un déficit de 6,5 trillions de dollars en transactions. Question, est-ce que toute l'intégralité du dossier JFK a-t-elle été révélée? Non, absolument pas. Il manque au moins la partie à propos de Joan Edis, qui est une figure essentielle de la CIA, et aussi à propos de l'enquête de Jim Garrison, qui a été occultée carrément. Trump a réussi à en faire sortir une bonne partie et est censé continuer à les faire sortir entre maintenant et juillet. Et on verra bien ce qu'on aura eu en juillet, mais d'après moi, on a eu à peine moins d'un quart de la totalité des dossiers. Et voilà, il conclut sur son programme futur avec des interviews à propos de la grille spatiale, la Space Fence, avec Elena Freeland. Et je vous suggère aussi de vous intéresser à ça, à la 5D, au projet Skynet, à l'intelligence artificielle, au chemtrail, aux nanotechnologies, au Wi-Fi, à la 4G, 3G, 5G, donc Linky, et au programme à propos duquel j'ai fait une petite vidéo dernière, où on dévoile qu'une synergie entre les chemtrails, la fluorisation de l'eau
Et le glyphosate qu'on retrouve dans tous les aliments grâce à Monsanto, qui, je le rappelle, n'est pas une usine de graines, mais une usine d'armement à l'origine. Donc, grâce à cette synergie, ça diminue notre capacité intellectuelle fortement et aussi de la pinéale de pouvoir communiquer avec nos corps énergétiques supérieurs et limite absolument toute spiritualité élevée. Je vous remercie de votre écoute et de votre tolérance. Bonne journée. À bientôt la prochaine.